Après cette grande soirée politique sur Europe 1, c'est à vous maintenant de prendre la parole au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte et Sonia et Paul sont impatients de vous accueillir au 39-21 avec la complicité de Philippe Chartier, qui m'a chargé de vous dire que vos messages l'avaient beaucoup touché, même s'il n'a pas pu vous répondre, parce qu'on a un petit souci informatique, je vous le disais hier, mais ça devrait rentrer dans l'ordre très prochainement. Alors vous pouvez nous communiquer toujours vos réactions, vos commentaires par mail sur le site europe1.fr, par SMS également au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Ça marche, hein, on reçoit bien vos SMS, mais on ne peut pas y répondre. Donc désolé par avance si vous nous posez des questions par SMS. Là, on vous dira quand on pourra à nouveau vous répondre par ce biais-là le plus rapidement possible. 39 21. Sinon, si vous souhaitez me parler jusqu'à 1h. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, c'est assez compliqué. J'ai essayé d'être brève et concise. Voilà, je vous remercie. Parce que j'ai entendu votre message et c'est vrai, ça m'avait l'air très compliqué, oui, sur le répondeur. Dans le fond, ça l'est pas. Mais enfin bref, c'est un divorce c'est une partie de ma vie qui est partie en éclats. Donc j'ai 65 ans, ça fait 5 ans que j'ai divorcé. Oui. J'ai vécu 33 ans avec ce monsieur. C'était l'amour de ma vie, le père de mes enfants, de confession juive, qui ne suivaient pas vraiment la religion, mais arrivé à l'âge adulte, mes filles fréquentant ce milieu, il fallait avoir donc des documents, un foyer juif pour se remarier avec des juifs. Ça s'appelle une ketouba, un acte de mariage religieux. Donc ce monsieur, comment dire, c'est un monsieur qui est très intelligent, très malin, très travailleur. Donc on a eu un capital financier assez important. Les 3/4 du temps, c'était à mon nom parce qu'il était un peu magouilleur aussi. Il a eu fait de la prison. Enfin, j'ai toujours été là. Donc, j'ai pu me convertir une fois au Maroc. Après arriver sur le fait que cette conversion n'a pas été bonne. Donc, je suis partie à Jérusalem. J'ai fait des allers-retours. Il venait me voir de temps en temps. J'ai eu ma conversion. On est mariés aussi civilement. On était mariés civilement. Et quand je suis revenue après ce périple, après 33 ans de vie commune, comme je vous ai dit. Et après, quand je suis revenue, très fière de moi, il m'a dit qu'il voulait vivre sa vie. Je sais qu'il a toujours vécu sa vie. Je sais qu'il a toujours eu des aventures. Enfin, bref, c'était assez compliqué. Ça a toujours été un homme violent. Ah bon? Il m'a toujours frappé, mais je n'ai jamais porté plainte. Il m'a toujours abaissé. C'était mon maître. Oh là là, voilà, j'écoutais votre message et c'est vrai que c'était étonnant la façon dont vous en parliez, que vous en parlez encore ce soir, parce que vous dites qu'il a toujours été violent. Oui. Et en même temps, vous dressez un portrait très idéalisé de cet homme. Exactement. Pourtant, comme vous dites, bon alors certainement brillant, intelligent, d'accord. Mais vous dites aussi magouilleur, enfin. Et à côté de ça, on vous sent. Moi, j'ai toujours été dans son ombre. Comme il ne pouvait pas avoir des affaires à son nom, c'était à mon nom. Je suis caution pour des crédits pour plusieurs millions d'euros. Et quand on s'est séparés, il m'a fait signer des papiers, comme d'habitude. Donc, j'ai pratiquement tout perdu. Oui, mais pourquoi justement vous connaissez quand même son côté il laisse rien passer, homme d'affaires redoutable. Pourquoi vous avez signé? Ah non, mais j'ai pas pris d'avocat, mais je suis tellement tombée de haut quand je suis revenue avec ce capital que j'avais, cette conversion au judaïsme. Moi, je me voyais mon foyer. Je voulais qu'il soit fier de moi. Je voulais avoir pour mes filles et tout. Je voulais que ça soit quelque chose de bien. Donc j'ai signé n'importe quoi. Et dernièrement, il m'a fait une proposition de rachat de la maison qui est scandaleux. C'est là que je me suis réveillée et c'est à ce moment-là que j'ai pris un avocat et je crois que je peux pas faire marche arrière sur ce que j'ai signé. Donc
En tout cas, il faut voir ça avec votre avocat et maintenant faire défendre. Oui, mais enfin, il faut. Écoutez, les moyens. Après tout, vous avez un patrimoine commun. Oui, mais enfin, bon, là, laissez un peu votre avocat se débrouiller avec tout ça. Vous avez un ex-mari qui est solvable. Pour les SCI, c'est trop tard. Faudrait que je pose plainte contre le notaire qui m'a fait signer ces documents aussi. C'est tous des gens qui sont à son service. Et moi, je me suis fait avoir. J'ai jamais voulu demander de l'aide ou quoi que ce soit. Et donc, la dernière fois qu'il m'a frappée, la police est venue parce que c'était dans notre bureau dans le centre-ville. Donc, les voisins, les autres bureaux alentours ont appelé la police. La police est venue. Mais je n'ai pas porté plainte pour changer. Je sais pas, ça n'a plus valeur. Je n'ai qu'un papier de médecin comme quoi j'ai fait venir le médecin qui a constaté mes coups. Mais donc, ça n'a plus de valeur parce qu'il y a plus de 5 ans. Et je n'ai pas porté plainte. Donc, je suis réellement coincée. Je voulais surtout savoir si d'autres personnes avaient vécu ce genre de choses, si on peut s'en remettre, s'il y a des revirements, parce que je veux bien avoir. Bien sûr que j'ai pris un avocat exceptionnellement, j'ai pris un avocat, mais je suis coincée, quoi. Je suis coincée. Je suis coincée. Je me demande même si je ne vais pas dénoncer au fisc. Je pourrais voir des choses horribles. Ouais. Pas du tout ma mentalité, quoi, mais c'est de la torture morale. Il faut voir déjà sur le plan juridique avec votre avocat, trouver un avocat un peu béton qui fasse valoir vos droits un peu dans cette histoire et qui peut éventuellement faire entendre à l'avocat, il se parle entre eux de votre mari, que vous connaissez quand même beaucoup de ses dossiers, beaucoup de ses affaires, pas toujours très claires, et après tout, ça peut être un élément, vous voyez, qui peut le rendre plus indulgent vis-à-vis de vous. C'est un rapport de force. Votre mari, semble-t-il, ne connaît que les rapports de force. Oui, donc, avec ce type de personnalité, il faut des rapports de force. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, vous. On sent bien. Vous ne pouvez pas, vous. Vous êtes laissé broyer. Bon, à un moment, vous avez aussi participé, profité aussi de tout ça, vous aimiez cet homme. Bon, jusqu'au jour, et vous seriez encore avec lui si vous n'avez pas dit qu'il voulait maintenant continuer sa vie sans vous. Et ça, vous vous retrouvez maintenant. Cette histoire-là, c'était trop. C'était trop. Il voulait vivre sa vie. Je revenais avec ma conversion. Je voulais faire une fête. Mais pourquoi vous aviez fait tout ça d'ailleurs? Parce que après tout, c'est lui qui vous avait demandé pour mes enfants déjà, j'ai 2 filles qui sont mariées avec des maris juifs. Donc c'est l'union pour moi, c'était très important d'avoir, comme d'habitude, l'union de la famille, puis je voulais que mon mari soit fier de moi. Je sais pas, j'étais un petit peu beaucoup bête d'ailleurs. Et puis quand on aime, mais tout ce qu'il disait, c'était parole d'évangile. Et là, le soir, des fois, je me promène avec mon chien, j'ai toujours quelque chose dans les mains parce que je sais qu'un jour ou l'autre, il risque de faire quelque chose contre moi. Mais que voulez-vous dire? Comme il est violent, un jour ou l'autre, il peut me frapper. Il peut revenir ici. Il n'a aucun intérêt à vous frapper maintenant alors que vous êtes séparés de lui. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que si jamais je continue dans ma direction de vouloir remuer un petit peu tout ce qu'il a fait, bien sûr que d'ailleurs je le dis à mon avocat, ça. Et mes filles le savent. Moi je me promène pas le soir, je promène mon chien, là je reviens de promener mon chien, je me promène pas sans, j'ai toujours quelque chose dans la main. Je suis pas tranquille. Non, je sors en ville, j'ai peur de tomber dessus et qu'il me fasse un scandale, qu'il m'insulte comme ça a toujours été le cas. J'ai peur de lui. Très bien qu'il vous fasse un scandale et à ce moment-là, vous pouvez, s'ils sont prêts, déposer plainte et vous pouvez même avoir des témoins. Mais on sent, vous avez eu peur. Oui. Il y a aussi un mélange de peur et de fascination chez vous quand vous parlez de cet homme. Je ne suis plus fascinée, mais je l'ai été. Oui, c'est vrai. C'est le terme. Donc maintenant, il faut, vous savez, mais peut-être justement, il était d'autant plus fort que vous étiez complètement en admiration devant lui. À partir du moment où vous n'acceptez pas toutes ces conditions, et vous avez raison, c'est aussi un bras de fer qui s'engage, un rapport de force. Mais votre mari, il est intelligent. Il sait très bien donc il sait très bien que s'en prendre à vous physiquement aujourd'hui. Là, j'ose espérer que et je croise les doigts pour que ça n'arrive pas évidemment, vous porteriez plainte et que là, de toute façon, ça se retournerait vraiment contre lui. Or, il n'a pas intérêt à ça, parce qu'il sait très bien comment fonctionner, très bien comment bobiner les gens. Si c'est pas,
peut-être pas lui. Oh bon, on va pas. Oui, mais alors là, Marie, on rentre dans un feuilleton policier là. Hein. Oui, mais alors, il a de sacrées méthodes, hein, votre mari. Hein. Ouf. Oui. Bah, écoutez, je l'ai vu faire des choses pas claires du tout. Bah, dites-moi. Il a fait de la prison. Quand au tout début qu'on était ensemble, il a fait de la prison. C'est quelqu'un de pas très clair. J'étais en admiration devant ceci, toujours un pied sur le trottoir et l'autre dans la rue. Mais il a pignon sur rue, hein. Il a de très belles voitures, une belle propriété qui m'a posé. Bon, certes, mais enfin, humainement, bonjour. Mais qu'est-ce qu'il vous dit là, c'est votre avocat par rapport à ça? Bien que on peut pas vraiment faire marche arrière sur ce que j'ai signé avec son avocat que lui a payé. Il faudrait que je fasse une procédure contre le notaire qui m'a fait signer des papiers. Pourquoi pas? Ça peut se faire après tout. Hein. Parce que j'ai signé des papiers pour mes SCI et je suis sur caution, comme je vous ai expliqué, je suis caution de plusieurs millions alors que j'ai plus rien à mon nom. Quoi. Oui, mais c'est là où ça ne va pas. Il y a un trop grand décalage entre le patrimoine, semble-t-il, exorbitant que votre mari a gardé, et vous vous retrouvez complètement le bec dans l'eau, vous me disiez, avec une pension avec 1 000 € par mois. Bon, voilà. Donc à un moment, il faut arrêter d'être dans la soumission et vraiment contre-attaquer de façon virulente là. Parce que si vous jouez toujours les faibles femmes, évidemment il va vous écraser. Il ne connaît, semble-t-il, que ce type de rapport. Donc il faut un avocat aussi en face de vous qui n'a pas peur de ce genre de rapport. Je pense qu'il est bien. Il faut trouver quelqu'un qui n'a pas peur du rapport de force. Enfin, je veux dire, vous prenez quelqu'un, des avocats d'affaires et qui vous défendent réellement, qui défendent vos intérêts, et que vous disiez, peut-être par rapport à cette peur que vous avez, enfin il faudrait que vous soyez un peu aussi entouré, accompagné, parce que c'est vrai qu'on ne se débarrasse pas de la peur comme ça, mais je pense quand même que c'est aussi en vous montrant forte, et en montrant que vous ne vous soumettez plus à lui, que vous pouvez gagner des points. Oui, je le sais, ça me fait du bien ce que vous me dites parce que j'ose pas me confier. Déjà mes filles, jamais je leur dirais vraiment tout. Il y a personne, j'ai personne à qui me confier. Je veux pas. Vous ne voulez pas. Non, je veux pas trop les inquiéter. Mais je veux pas les inquiéter. Oui, mais est-ce que alors je comprends, et après tout c'est très bien de votre part parce que ce sont vos filles, c'est aussi l'image de leur père. Elles n'ont pas du tout conscience des aspects de sa personnalité beaucoup plus sombres, on va dire. Elle lui parle plus du tout. Elles le connaissent parce qu'elles l'ont vu. Quand il me frappait ou quand il m'insultait, même elles savent très bien de quoi il est capable. Elles l'ont vu à l'œuvre. Hein. Est-ce que vous pouvez quand même vous confier est-ce que vous avez d'autres personnes dans votre entourage qui peuvent être des soutiens? Mais comment ça se fait ça? Vous n'avez pas d'amis, de famille à vous, de votre côté? Tous les amis qu'on avait sont tous pas de son côté, mais comme il est très, il a beaucoup de charisme et tout, il fait des grandes soirées et tout. Donc maintenant, tout le monde me dit on va t'appeler, mais jamais personne m'appelle. Et puis à la limite, ça me dérange pas du tout. Mais je n'ai pas d'amis. Mes sœurs, jamais j'oserais leur dire qu'il en est vraiment. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je peux pas, non. Mais pourquoi? Oui, parce qu'au fond, vous avez une vie, vous avez une vie que les gens de l'extérieur pouvaient vous envier, parce que vous avez vécu mener grand train, mais finalement, la réalité derrière était pas si rose. Non, mais je menais grand train. Non, j'ai jamais rien demandé, mais je vivais très bien, grâce à Dieu. C'est pas ça le problème. Mais c'est que jamais j'aurais osé dire. Ses sœurs sont au courant qu'il était violent avec moi, mais je voulais pas qu'on critique. Je voulais pas ternir l'image que beaucoup de gens ont eue. Et puis moi, j'avais toujours le sourire. Je pouvais prendre un petit tarte, un peu de maquillage, et hop. J'avais le sourire, j'ai toujours le sourire d'ailleurs. On va dans la rue, j'ai toujours le sourire. Mais Oui, mais alors à ce moment-là, il faudrait que vous soyez entouré, vous peut-être en contactant une association de personnes, de femmes victimes de violences, enfin un peu conseiller aussi sur ce plan-là, un peu parce que vous continuez à donner le change, alors qu'au fond de vous, vous avez peur. Et cette peur, évidemment, elle vous empêche d'attaquer, je dirais. Mais j'ai exceptionnellement attaqué, puisque je vous dis que j'ai plein d'avocats. C'est bien. Et vous avez raison. Ben oui, mais ça vous coûte, mais ça peut vous rapporter. Parce qu'il n'y a pas de raison, alors que vous avez participé aussi, d'une certaine façon, à la constitution de ce patrimoine. Enfin, vous êtes resté quand même
33 ans avec lui. 33 ans et 20 ans. Et là, du jour au lendemain, c'est parce que qu'il veuille, malheureusement, on sait que ça peut arriver. On peut, décider de se séparer, ne plus avoir de sentiments, ne plus. Mais en plus, il vous laisse vivoter. Alors que lui, il est sur son Tador là. Bon, non mais là c'est même pas, c'est même sur un, il a aucune moralité effectivement. Mais même vis-à-vis de vous, je trouve qu'il escroque les gens dans les affaires. Bon, c'est encore déjà, mais c'est des gens avec qui il n'a pas tissé de lien affectif. Vous, avec son épouse, la mère de ses enfants, et qui vous laisse comme ça un peu dans la mouise. Franchement, il est même pas, enfin, je veux dire, cet homme que vous avez admiré, il pourrait, pour acheter un peu aussi sa liberté, faire en sorte, bon, je ne souhaite plus continuer la vie commune, mais faire en sorte de vous mettre à l'abri. Il a la possibilité de le faire et largement. Et au lieu de ça, il vous laisse sur la paille. Mais attendez, mais un type comme ça, il faut pas lui faire de cadeaux. Ouais, merci. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez un peu entouré, j'ai l'impression, et y compris psychologiquement, pour vous sentir vous plus forte. Parce qu'il manquerait plus en plus que vous restiez comme ça à vivre avec la peur au ventre et à vivoter. Ah ben, c'est vrai que j'ai peur. Même une de mes filles n'ose pas passer là où on a un bureau en centre-ville. Elle n'ose pas passer dans le quartier parce il crie, il est fort, quoi. Il est fort avec les faibles, hein. Ça c'est une évidence. Oui, hein. moi je pense. J'ai vécu des situations où il n'était pas si fort que ça. J'ai toujours été derrière lui dans ses problèmes. J'ai toujours été derrière lui dans ses magouilles. J'ai toujours été derrière lui. Mais oui, c'est ce que j'entends. Oui, c'est ce que j'entends. Voilà. Voilà. Non, mais ça me fait du bien d'en parler, ça vous donne un pouvoir, hein, quand même aussi. Hein. S'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour connaître ses magouilles, c'est vous, hein. Oui, mais donc, si je m'en mais écoutez, si arrêtez la Marie. Non, arrêtez, ça va trop loin. Non, mais je l'ai vu dans une situation. Oui, écoutez, il a fait exécuter des gens, votre mari ? Non. Oui, j'ai l'impression que là, vous voyez, vous non, mais je sais parce que si c'est le cas, il est quand même. Oui, écoutez, entre escroquer des gens, être prêt à n'avoir aucune moralité, c'est une chose. Faire exécuter des gens, c'en est une autre. Bon, donc là, j'ai l'impression que vous, ou alors non, mais je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire des choses pas belles. Hein. Je l'ai vu faire. Oui, écoutez, il y a d'autres exemples. Et d'hommes qui même occupaient des fonctions politiques, où parfois il y a eu justement en termes d'escroquerie des choses pas mal de faites, où l'épouse finalement a témoigné à la barre contre le mari. Donc vous voyez, il y a même et pourtant des hommes exposés publiquement, ça puisse se voir ça. Donc me dites pas que vous ne pouvez pas non plus contre-attaquer et réagir. Au lieu de rester dans la terreur en vous disant oh là là si je parle il va me tuer. Enfin il faut sortir de ça là. Je trouve que vous voyez, il faut que vous soyez, peut-être parce que d'une part vous êtes trop seul, vous êtes dans quelque chose de très particulier dans ce rapport à cet homme, je trouve. Il y a vraiment quelque chose d'une emprise, avec quand même une fascination qui demeure, un peu quelque chose. C'était l'homme de ma vie. Tout ce qu'il disait, c'était bien. Même si je n'étais pas d'accord, c'était bien. Tout ce qu'on aimait que je sois d'accord. Et puis, il vivait dans un milieu. Il démontrait une certaine. Mais il fascine toujours autant les gens, hein, et il est très très fort, très malin. Je ne pense pas qu'il fascine tout le monde comme vous, si ce n'est parce que il est visiblement dans des rapports de pouvoir. Alors le pouvoir, on sait, exerce une fascination sur beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il est estimé. Hein. Bon. Non, mais il a d'autres choses. Il a beaucoup d'amis autour de lui. Et quand on a des amis, mais enfin, des amis comme ça, vous voyez. Si, mais il a des amis depuis 20 ans, 30 ans. Mais qui sont liés en affaires, certainement, avec lui. Donc, quand on est lié, voyez, on se défait pas comme ça. En soirée, il est sympathique. Il est très médiatique. Il charme. C'est un manipulateur, il charme. Bon, enfin, écoutez, vous, Marie, il faut un peu sortir de ce guêpier, là, et arrêter, je trouve. À un moment, vous étiez une victime consentante. Oui, tout à fait. Exactement. Vous seriez encore avec lui s'il ne vous avait pas quitté. Aujourd'hui, il vous quitte, il vous laisse quand même sur le carreau, je trouve. Avec le patrimoine qu'il a, vous retrouvez avec 1 000 € par mois. Il est temps de réagir. Oui, mais ça ne va pas du tout. Bon, mais Marie, vous voyez bien qu'il y a un décalage, ça va pas là.
C'est-à-dire qu'à la fois, vous ne bénéficiez en rien du pactole qu'il a amassé, mais en revanche, vous êtes lié à lui par ses dates. Bon, il faut arrêter ça tout de suite. Et ça, sur un plan juridique, il y a quand même des moyens d'intervenir. J'ai signé, j'ai tout signé. Donc, mais il y a des choses sur lesquelles, ça va, vous n'avez pas signé votre arrêt de mort non plus. Moi, je sais pas qui vous conseille, mais franchement, quand on entend certains avocats très pugnaces et on sent qu'ils n'ont peur de rien, et que quand on étudie vraiment le droit, on trouve toujours des choses qui font jurisprudence, on trouve toujours, il y a vraiment des gens des avocats qui ne lâchent rien. Bon, c'est leur métier. Trouvez-en un bon qui vous défende et arrêtez d'être dans cette soumission comme ça. Ça va pas. C'est vrai que j'y vais avec des pincettes et que je devrais être trop. Oui, mais bon, c'est là encore une forme d'attachement qui demeure, qui est pas claire. Et je trouve que là, il faudrait un peu peut-être aussi vous faire soutenir psychologiquement. Oui. Pour avoir un peu moins de scrupules d'attaquer, parce que lui, il n'en a aucun à vous laisser dans cette situation. D'accord ? C'est très gentil. Je vous remercie beaucoup. Déjà, ce que vous avez dit, ça m'a fait du bien. Je vous remercie beaucoup. C'est ce que dit Frésia, en agissant comme ça, en n'osant pas finalement réagir, vous lui donnez encore beaucoup de pouvoir, et il a quand même pas tous les pouvoirs. Bon courage, Marie. C'est très gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la cravate rouge qui dit mais c'est Fifi qui a choisi cette belle chanson mais qui va nous faire pleurer à chaudes larmes jusqu'au petit matin. Elle reste terriblement d'actualité. Et Catherine aussi, Alexis qui aime beaucoup. Michel Delpech, je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Des réactions pour Marie. Et elles sont nombreuses aussi. Il y a Richard qui dit, c'est quand même dingue, mais il y a beaucoup de femmes qui sont fascinées par les escrocs. Plus ils sont escrocs et plus elles sont en admiration. C'est un grand paradoxe, dit Richard, qui ajoute, il y a de très bons avocats d'affaires qui se font payer sur les sommes récupérées par une convention d'honoraires. Romain qui dit, vous savez, c'est parce que vous ne parlez pas que vous vous mettez en danger. Charles qui dit, écoutez, vous auriez tout intérêt à finalement à dire à votre avocat d'énoncer un peu toutes les magouilles de votre ex-mari. Il y a également, qu'est-ce que j'ai d'autre comme réaction ? Monica qui dit, vous devez peut-être aussi ça à vos filles. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué parce que là, ça c'est abîmer l'image de leur père, c'est un peu compliqué. Monica qui dit, vous avez passé un paquet d'années sous l'eau, en apnée, à côté d'un requin, et maintenant vous êtes au bord de l'eau, et cette eau vous effraie. Adrien qui dit, écoutez, il faut arrêter d'être dans une attitude de soumission comme ça par rapport à lui. Quelqu'un qui dit, je peux témoigner que mon ex-mari en cours de divorce s'est rendu insolvable. Il a laissé des dettes terribles que j'ai été obligée de rembourser pendant des années. Ça a été très dur. Mais maintenant que c'est enfin fini, je me sens mieux. Il y a des personnes, oui, qui se rendent insolvables. C'est vrai, parfois ça peut aller jusque-là, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, il y a quelqu'un qui dit, dans votre détermination, vous allez retrouver votre estime de vous. C'est plus facile de se battre quand on n'aime plus. Et c'est sûr. Et c'est peut-être là que le bas blesse encore pour Marie, parce que on sent qu'il y a quelque chose encore d'un attachement qui demeure à cet homme, peut-être. Allez, on va maintenant accueillir Philippe. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Philippe. Donc, voilà, j'ai 48 ans et ça fait une semaine que ma femme m'a quitté. Après 20 ans de mariage, sans accroc, et je ne l'ai pas vu venir. Ah bon ? Et le dialogue n'est pas coupé, on n'a pas eu de haussement de voix. Il y a eu un soir, on était tous les deux, je la voyais pas bien, et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, elle s'effondre en larmes et elle me dit j'en peux plus, je ne t'aime plus, je vais te quitter. J'ai besoin de faire un break. Et elle l'avait jamais évoqué avant, une lassitude, elle me dit qu'il y a eu 1 ou 2 fois, mais je l'ai pas entendu. Je m'en souviens pas, je l'ai pas. Elle m'a dit voilà, la flamme s'est éteinte entre nous. Et elle me dit je vois que tu me donnes beaucoup et je ne peux pas recevoir, je ne peux pas te redonner tout ce que tu me donnes. Et sa décision était mûrement réfléchie dans ce qu'elle me dit, et je l'ai encore vue hier parce que je suis chez moi, elle a quitté le domicile conjugal. J'ai mes enfants qui sont là, elle vient à 4h30 voir les enfants. Ils sont petits encore, vos enfants ? Pardon ? Ils sont petits, vos enfants, alors, encore ? Non,
hein, mais ça reste encore des enfants. Oui. Et mais moi, je suis dévasté, quoi. J'ai perdu la femme de ma vie et je me remets en question parce que je l'écoute. Moi, j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux faire. Laisse-moi une chance de changer notre vie. Les enfants grandissent. Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais elle me dit, je me suis éteinte au fil des années et maintenant, je n'ai plus de sentiments. Tu es un très bon père de famille. Mais pour moi, tu es un bon colocataire. Et ça s'arrête là. Donc, elle me dit peut-être que 20 ans d'histoire, la page du livre se termine et peut-être qu'on peut encore faire chacun de notre côté 20 ans d'histoire avec une autre personne. Enfin, 20 ans, bien plus que nous en a la vie. Et le problème, c'est que j'ai appelé mes beaux-parents parce que je m'entends très bien avec eux. Ils comprennent pas, mais bon, ils soutiennent leur fille. J'ai eu quelques membres de mon entourage, de ma famille, qui m'ont dit, tu sais, c'est mûrement réfléchi, c'est pas un coup de tête, elle n'est pas partie pour un autre homme, une autre personne lui a pas tourné la tête en l'essayant, quoi que ce soit. Elle ne m'aime plus, c'est ce qu'elle m'a dit, elle ne m'aime plus. Et je sais, elle m'a dit, il faut laisser le temps au temps, il faut que tu ailles te faire soigner, pour pas que tu tombes plus bactère, parce que je passe mes journées à pleurer devant mes enfants parce que je suis complètement dévasté. Donc elle a raison, il faut que vous vous fassiez soigner, vous n'êtes pas malade. C'est ce que j'ai fait depuis 2 jours, j'étais voir mon médecin qui m'a donné des petites choses très, très légères. Il faut que vous soyez aidé, entouré pour traverser un peu ces moments-là difficiles. Je suis en train de faire, parce que sinon... pour tenir, pour pas vous effondrer trop. J'ai une petite entreprise, enfin je suis tout seul, mais je suis artisan et je peux plus rien faire et je guette mon téléphone en me disant elle va m'appeler pour me dire je reviens, réessayons quelque chose. J'avais organisé nos 20 ans de mariage pour le mois de mai. Tout était quasiment calé et tout. Le week-end prochain, on devait faire je vais préparer un petit week-end surprise. Mais après, qu'est-ce que je peux faire contre une personne où il n'y a plus de sentiments? Voilà, c'est que c'est pas... il n'y a plus de sentiments amoureux. Il n'y a plus de sentiments amoureux. Ça ne veut pas dire qu'il ne demeure pas un attachement où elle vous dit mais c'est ce qui est très difficile, c'est ce décalage entre vous. C'est-à-dire que vous, ça vous tombe dessus. Ça vous dévaste. Mais je sais pourquoi. Elle m'a expliqué. Je comprends. C'est que pendant des années, j'ai tellement travaillé jour et nuit, des déplacements, qu'elle s'en est accommodée. Elle m'a dit, tu sais, tu pars une semaine des fois en déplacement. Je lui dis, mais il y a 2 mois, quand je suis parti, je te manquais pas. Elle me dit, non, j'ai appris à gérer les enfants. Et puis, elle me dit, de toute façon, que tu sois là ou pas là, mon quotidien est là. Donc demain, si je dois partir, prendre une maison ou un appartement, j'aurai mes enfants, ça ne me changera pas grand-chose. Quand tu es là, tu es présent. Mais tu peux être aussi un peu fatigué de tes week-ends, le week-end de ta semaine, ce que je peux comprendre. Elle me dit, tu t'investis pas trop pour les vacances. Et puis moi, je pensais que ça lui faisait plaisir d'organiser ces choses-là. Donc je lui dis, vas-y, fais-le. Fais comme ça peut te faire plaisir, c'est pas un problème. Oui, elle était assez seule. Elle se sentait assez seule, finalement. Et en fait, la seule chose que je lui ai reproché, mais sans aucune haine ou quoi que ce soit, c'est que je lui dis, mais pourquoi maintenant? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Là, les enfants sont quasiment autonomes. On pouvait arriver à vivre encore mieux qu'avant. Mais elle me dit, mais il y a eu des petites brives et tu les as pas entendues. Et c'est exactement ça. Je les ai pas entendues. Je suis passé à côté de ça. C'est possible parce que déjà, ça peut être une forme de protection, de pas entendre ce qui peut être douloureux. Oui, et puis peut-être que vous étiez tellement investi, vous, dans votre travail, que vous n'étiez plus assez disponible pour votre vie familiale, votre vie de couple finalement. Ma vie, moi j'ai encore des amis qui me disent mais ta femme elle est extraordinaire, comment elle arrive à accepter entre parenthèses que tu sois tout le temps parti en semaine. Vous travaillez beaucoup. Oui. Mais vous avez votre entreprise, quoi. Voilà. Et je lui dis, mais tu sais, j'ai une femme qui est extraordinaire parce qu'elle m'a connu toujours comme ça.
idéal, idéal dans le sens... Oui, pour pas vous, oui, elle faisait face à tout. Non. Elle travaille elle-même, oui. Oui, bien sûr, et je lui dis, qu'est-ce que j'ai comme chance au quotidien de la voir. Mais en fait, je ne l'ai pas vu s'éteindre. En même temps, elle vous dit qu'elle a émis parfois quelques petits signaux, mais peut-être pas suffisant. Elle aurait pu revenir à la charge. Elle ne l'a pas fait non plus. Hein. Non. Et elle parle d'ailleurs, donc, vous voyez aussi, elle aurait pu de son côté aussi peut-être un peu avant d'en arriver là, je dirais, dire ça va plus, tu travailles trop, je te vois plus, on n'a plus de vie. Bon, elle ne l'a pas fait vraiment parce que je pense que là vous l'auriez entendu. S'il y avait vraiment une crise, elle vous dit elle s'est éteinte. Oui. Comme si elle, petit à petit elle gérait, elle faisait face, mais ça a créé une distance entre vous. Et depuis quelques mois, son corps a changé. Elle a énormément maigri, mais volontairement. Bon oui, suite à un régime, elle s'est mise à faire du sport. À chaque fois, je lui disais, qu'est-ce que tu es resplendissante, c'est super. Je l'ai encouragée à aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a une période, elle n'était pas bien de grossesse, elle n'a pas été bien dans sa peau. Je lui ai écouté, je lui ai dit, t'es extraordinaire, t'es magnifique et tout. Et moi, mon amour, mais continuait à monter, et elle le voyait bien. Mais elle y répondait ou déjà plus trop? Non. Parce que même quand elle vous dit qu'elle vous voit aujourd'hui plus comme un colocataire, c'est dur à entendre, mais comme si, de son point de vue, ça donnait l'impression d'une distance phénoménale qui s'était installée, comme s'il n'y avait plus d'intimité entre vous. Oui. Et ça, vous ne le ressentiez pas ou vous vouliez peut-être pas trop vous poser de questions? Si, bien sûr. Vous angoissez? Sexuellement, on va dire même. Mais depuis, par exemple, depuis quelques mois, plein de choses étaient revenues. Donc moi, je dis, c'était pas ça. Je respectais. Je dis, moi, je peux pas rentrer tous les soirs à 22h ou 21h et puis lui dire, coucou, ça va, je te saute dessus. Enfin, ça se fait pas, je suis pas... Enfin, voilà. Et je pouvais comprendre ça. Des fois, j'avais peut-être des agacements de dire, écoute, quand même, mais on peut pas forcer les gens. Puis des fois, les enfants, pendant les vacances, n'étaient pas là, donc on se retrouvait plus facilement, on allait se faire un petit resto. Elle me disait toujours, entre l'homme et la femme va être cérébrale et l'homme mécanique. Donc moi, c'était moins compliqué pour moi que pour elle. Donc j'allais pas... C'est un peu réducteur quand même, de réduire les hommes qu'à leur mécanique. Non, mais dans le sens, c'est une image, c'est que j'allais pas la forcer. Donc je comprenais. Et puis là, elle était beaucoup plus épanouie, donc beaucoup mieux. Donc, et en fait, elle m'a dit, voilà, il y avait encore une petite flamme et j'ai réessayé. Et elle a réessayé au moment où elle s'est prise en main, occupée d'elle, c'est ça? C'était une façon pour elle de rallumer un peu la flamme, le désir. Sauf qu'elle m'a dit, le décalage était tellement énorme. Elle dit, je voyais tellement comment tu m'aimais que je me rendais malade de te rendre malade, quoi. Parce que elle me dit, tu passais à côté de moi, tu me mettais une petite main dans les cheveux ou tu m'embrassais dans le cou. Mais elle m'a dit, moi j'étais incapable de te le faire. Et donc on peut pas faire ça que dans un seul sens. Elle savait que moi indirectement je le souffrais de pas avoir ce petit côté tactile, mais je m'en accommodais. Je me disais, bon bah c'est pas grave, tout le monde ne peut pas être tactile et fusionnel, je peux le respecter. Moi j'en crevais d'envie qu'elle vienne me prendre la main de temps en temps ou de faire un petit geste au quotidien. Je me dis, bon bah c'est pas dans sa nature, c'est comme ça, mais en fait voilà, le détachement était déjà enclenché. Oui, du coup ça le mettait d'autant plus en exergue. Oui, le détachement, et à un moment donné, mercredi dernier, elle a craqué, on était tous les deux, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que t'as, je te sens, je voyais son visage changer. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, elle s'effondre, elle me dit, voilà, je peux plus, je peux plus, il faut que je fasse un break. Et quand elle m'a dit ça, on a discuté calmement. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles un break? Si tu veux partir chez tes parents un week-end, une semaine? Elle me dit, non, ça va être très, très, très long. Et la fois, plus on discutait, plus je voyais ce fameux break se transformer en séparation. Vous sentiez une détermination, finalement. Oui, c'est pas un coup de tête. Et donc, je suis totalement désespéré de me dire, là aujourd'hui,
aujourd'hui, dans la discussion d'hier soir, on s'est laissé jusqu'au mois de juin pour acter le divorce. Et parce que moi, il faut que je garde la maison, parce que mon entreprise est dedans, donc puis elle est d'accord avec ça. Et pour trouver les finances pour acheter sa part et ainsi de suite. On s'est donné le mois de juin, ça permet aussi aux enfants de finir leur scolarité quand même, sans être trop bouleversés le mois possible. Et moi, je me dis, voilà, j'ai encore une infime espoir de venir encore jusqu'au mois de juin, je peux la récupérer. Et j'essaie de me l'enlever de la tête en même temps, parce que je sais qu'elle ne reviendra pas. Et quand j'en parle à mon entourage, parce qu'elle s'est confiée quand même un petit peu à mon entourage, parce qu'elle est quand même pas toute seule, elle navigue entre ses parents et puis ma cousine et une amie. À chaque fois que je les ai au téléphone, elle me dit, tu sais, c'est mûrement réfléchi, c'est pas un coup de tête. On ne garde pas d'espoir. Si elle réalise dans 4 mois, parce qu'elle aura pris un appartement ou une maison toute seule, et qu'elle réalise que la vie est pas plus mieux que peut-être qu'elle reviendra. Moi, je lui dis, voilà, la porte sera ouverte. Là, on est en train de chercher une maison à 500 mètres, enfin, dans le même village où on habite, pour que les enfants puissent aller chez les uns et chez les autres, pour que tout se passe bien. Et les enfants, elle leur en a parlé on en a parlé tous les deux. Donc, vous avez acté le fait qu'elle allait vivre ailleurs oui. Ah oui, parce que moi, il y a un moment donné, elle m'a dit, est-ce que la première semaine, elle était très, très, très dure, parce qu'elle m'a dit, voilà, je vais faire un break, mais elle m'a pas dit officiellement qu'elle me quittait. Et moi, je ne pouvais plus vivre dans cette attente. Et donc, suite à ça, lundi, là, je lui ai dit, faut qu'on se voit tout de suite, parce qu'elle voulait qu'on se voit que samedi prochain. Et je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Tu es pas en mesure de prendre la décision, mais sans la juger. Hein. Je dis, moi, je vais la prendre pour toi. On va se séparer. J'en suis malade, mais je pense que ça va être plus simple. C'est vous qui lui avez demandé, finalement. Mais je crois que c'est courageux de votre part, parce qu'évidemment, vous, on entend bien... Parce que je l'aime de trop. Oui, mais je pense que même c'est mieux, c'est beaucoup plus sain pour vous. Ça serait un calvaire, enfin un supplice de la voir là en sachant qu'elle veut partir. Mais elle avait quitté la maison, hein, quand même. Bon, d'accord. Mais j'ai fait ça pour discuter, dire voilà ce que je pense, voilà ce que je veux mettre en place. Oui, il faut vous protéger. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est vous occuper de vous. C'est-à-dire, vous avez bien fait de réagir en allant voir votre médecin, qui vous donne un petit traitement comme ça, qui vous booste. Le fait aussi que les choses soient un peu claires. Peut-être qu'il faut... Pour vous protéger, ça passe aussi par ne pas trop la voir. Et c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose, enfin, évidemment avec les enfants. Oui. C'est marrant ce que vous me dites, parce que c'est exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit, laisse-moi du temps. Oui, mais moi, je crève d'envie de la voir, de l'appeler. Et elle me dit, mais arrête de m'appeler. Oui. Arrête. Je ne peux que vous inviter à le faire, même si c'est dur. Parce qu'il y a quelque chose qui est très désexualisé entre vous, là. Il y a quelque chose où elle vous dit, elle vous voit comme... voilà, bon. Donc, si vous êtes derrière... elle dit d'ailleurs, votre amour, vos manifestations d'amour lui faisaient mal, la culpabiliser, au fond. Parce qu'elle se rendait compte de la distance, celle qui s'était instaurée entre vous. Où elle était perdue, où elle n'était plus du tout dans ces sentiments-là. Non. Si vous lui courez après, entre guillemets, c'est-à-dire si vous n'arrêtez pas d'aller vers elle en étant, comme vous l'êtes, très conciliant, en attendant, presque en lui criant votre amour même, ça va pas. Ça ne peut que l'éloigner davantage, parce que il y a un côté un peu... Ça risque de la culpabiliser, donc il vaut mieux... Si vous le pouvez vraiment, ne pas trop l'appeler, ne pas trop la voir. Parce que d'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez, même dans les histoires qui paraissent le plus mal engagées, et dans les histoires de couple, parfois, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui peut renaître, ressurgir. Alors évidemment, je comprends, et c'est de la part de son entourage de vous dire ce qui est la réalité, ce qui semble-t-il, qu'elle est déterminée, que c'est pas un coup de tête, elle n'a pas rencontré quelqu'un, c'est quelque chose de mûrement réfléchi, donc qui irait dans le sens d'une séparation vraiment
plus sur du long terme, mais en même temps, même parfois des gens qui ont pris des décisions comme ça peuvent revenir là-dessus, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et dans cette attente, vous ne pouvez pas non plus vivre que dans cet espoir-là, et qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est vous occuper de vous, et pas courir derrière elle? Parce que ça ne fera que l'éloigner davantage de vous, et vous allez vous perdre. Vous allez vous rendre malheureux, vous l'êtes déjà suffisamment. Comme le dit d'ailleurs, les gens réagissent beaucoup. Il y a la gothique qui dit c'est dommage qu'elle n'ait pas eu la force aussi de vous dire les choses avant, parce qu'elle dit quel gâchis. Que je l'ai pas entendu. Hein. Oui, alors il y a quelqu'un aussi qui dit que ça doit être une femme parce que c'est pas signé le message. Elle dit c'est vrai que les hommes ne voient pas les signes subtils et il faudrait pouvoir se parler davantage. En même temps, parfois il y a une usure qui se met en place, il y a un éloignement. C'est vrai que malheureusement on entend souvent ça dans les couples et c'est souvent du fait de l'homme. Le travail qui peut d'ailleurs être un refuge, y compris quand il y a un peu un certain flottement sur le plan personnel. Et finalement un couple qui s'éloigne, mais vous n'emportez pas l'unique responsabilité, vous êtes deux dans cette histoire, et elle-même aurait peut-être dû dire plus tôt aussi ça ne va pas, ça ne va plus, bon. Donc pour le moment elle est perdue. Elle est perdue aussi, certainement, c'est pas simple non plus de son côté, et déterminée, mais parce que comme toute personne, on sent que ça aussi, elle peut aussi vous en vouloir de ça, de ne pas avoir perçu à quel point elle était perdue et mal. Peut-être parce qu'elle donnait le change aussi. Il y a des personnes qui arrivent, tout le monde vous disait oh ta femme est merveilleuse et bon, vous voyez, donc peut-être qu'elle a assumé ce rôle. Elle s'en est accommodée. Oui, certainement. Et après, elle s'en est lassée. Voilà. Et comme les enfants ont grandi, c'était plus simple de prendre la décision aujourd'hui que de la prendre peut-être il y a 3 ans. Mais là, elle cherche une maison dans le même village que moi. Pas trop près, il faut pas non plus que vous soyez. C'est pour les enfants, c'est bien, mais il vaudrait mieux. Oui, mais. Et après. Essayez de ne pas. Vous voyez, je vais vous dire une chose, Caroline. C'est que moi, à aucun moment. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé de me raccrocher à cette histoire. C'est que depuis qu'on discute depuis une semaine, elle m'a jamais dit. Il faut qu'on aille voir un avocat, on divorce, on vend la maison. Elle m'a dit, faut me laisser du temps. Et jusqu'au mois de juin, c'est donc, bien, ça va me permettre de m'organiser pour me reprendre un appartement. Laissez-lui du temps. Et vous, le mois de juin, c'est bien, ça permet de voir. Elle n'est pas effectivement catégorique en disant, voilà, j'ai déjà consulté un avocat, pris. Mais elle me laisse pas d'espoir, elle me l'a quand même dit. Oui, mais laissez-lui du temps. Elle a peut-être besoin, certainement besoin de temps pour se retrouver un peu, elle. Et après tout, on ne sait jamais ce qui peut émerger de ça, même si c'est ce que dit Cathy. Pour le moment, elle pense que vous ne lui manquerez pas. C'est ça. Parce qu'elle est déjà, même en étant avec vous, elle se sentait très seule. Mais on ne sait pas. Elle peut aussi ressentir les choses différemment plus tard. Donc, bon, on a Alain qui est avec nous au 39-21. Je vois qu'il est déjà minuit 57, qui aimerait vous parler parce que votre témoignage le touche beaucoup et il voudrait vous dire quelques mots. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe, je crois. Oui, c'est ça. Donc vous êtes passé par là, je crois. Donc, Alain. Alors je vais être très vite. Je suis passé par là il y a de ça 5-6 ans, ça et tout. Et ce que je dirais à Philippe, parce que moi la chose qui m'intéresse c'est surtout le positif. Donc malheureusement là pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Là on est un peu au fond du trou quand on apprend une chose comme ça quoi. Mais ce que je dis comme ça c'est que donc si sa femme, parce que c'est encore son épouse, veut prendre du temps, et bien qu'il essaye aussi d'un autre côté de changer, de voir comment pourrait être le nouveau Philippe à la limite. Et puis prendre le temps de digérer ce qui vient d'arriver, parce que c'est pas simple à digérer. C'est encore dans l'estomac et c'est pas du tout simple du tout quoi. Mais vous avez digéré les choses et vous dites la vie reprend le dessus. Oui. Et puis ce qui est très important, c'est toujours d'avoir un but dans sa vie. Se donner un but, c'est tout. Donc il y a les enfants, bien sûr, mais après on vit autrement, on vit différemment.
Et on vit avec, on apprend à vivre avec. Mais c'est pas simple, hein. Bien sûr que c'est pas simple. J'ai un petit message aussi de la Cravate Rouge qui dit très touché par votre témoignage, Philippe, mais c'est pas parce qu'une décision a été mûrement réfléchie qu'elle est nécessairement définitive, et surtout pas en matière affective. Il a raison. Frésia dit, la frustration peut aussi attirer. Il y a quelque chose. Laissez-la prendre du temps. Pour le moment, comme on vous le dit, Alain et beaucoup d'auditeurs, Monica dit, il faut qu'elle sente aussi votre absence, enfin qu'il y ait du manque. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être au mieux, puisqu'on vous sent très épris de cette femme, de votre femme, elle pourrait revenir vers vous. Et si ce n'était pas le cas, de toute façon, pour vous comme pour elle, et pour vous, quand on n'est plus aimé comme on pourrait l'être par l'autre, comme on l'a été, parce que vous l'avez été aimé par cette femme, c'est pas non plus quelque chose, un avenir à vous souhaiter, de vivre auprès de quelqu'un qui ne vous aime plus comme elle vous a aimé. Et qu'après tout, c'est aussi peut-être vous laisser une chance d'être aimé, d'aimer de nouveau, vous aussi, et d'être aimé. Vous voyez, donc, pour le moment, vous ne pouvez que lui laisser ce temps et prendre du temps pour vous occuper de vous, d'accord ? Pour pas craquer, pour pas vous effondrer. Bon courage Philippe, merci, bon courage. Merci Alain et merci pour tous vos témoignages. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi, bien sûr. Il est maintenant 1h du matin sur Europe 1 et c'est Europe 1 Music Club.